d'heure. Merci. Ce matin-là, dans le parc Franken à Palliseul, ce n'est pas un baobab, mais un simple néflier que plantent des élus belges et congolais. À quelques jours du printemps, c'est à travers cet arbre que les Palliseulois ont souhaité rendre hommage à un concitoyen oublié, le frère Justin Gillet. Né en 1866 à Palliseul, ce fils d'agriculteur adorait la nature et les plantes. Le jésuite aurait très certainement apprécié la symbolique de ce geste. Alors pourquoi le Mespilus germanica, c'est-à-dire le néflier commun qu'on trouve dans nos jardins aussi? Simplement parce que le père Justin Gillet, à Kisantu, a planté un néflier, mais le néflier du Japon, qui s'appelle Eriobotria japonica, qui malheureusement ne résiste pas à nos hivers. Mais la relation, c'était de planter un néflier ici en Belgique et l'année prochaine de planter un néflier, mais japonais, à Kisantu. C'est simplement pour faire le lien entre les deux et montrer que le frère Justin Gillet, vraiment, il a introduit des espèces extraordinaires dans ce jardin de Kisantu. Kisantu, jusqu'il y a peu, ce nom était totalement inconnu des Palliseulois, tout comme celui du frère Justin Gillet. Seule une plaque apposée à la fin des années 60 commémore encore le souvenir de ce botaniste de renommée internationale. Nul n'est prophète en son pays, mais si vous téléphonez au jardin botanique au Québec, ils le connaissent. Un peu partout, il est connu, chez nous, il ne l'était pas. Donc c'était l'occasion de remettre un peu ce frère Justin Gillet à l'honneur. Jardin botanique de Kisantu, à 100 km au sud de Kinshasa. Dès l'entrée, le visage du frère Justin Gillet accueille les visiteurs. Ici, personne n'a oublié l'œuvre incroyable de ce jésuite envoyé au Congo en 1893, à l'âge de 27 ans. Dans sa congrégation, l'Ardennais tour à tour cuisinier, infirmier et jardinier. Rien d'étonnant dès lors qu'il s'intéresse à l'agriculture et aux plantes médicinales. Autodidacte, il essaye plusieurs types de cultures sur le plateau de Kisantu, puis jette son dévolu sur cette plaine parcourue par un affluent de l'Inkisi. Près du cours d'eau subsistent toujours les vestiges du premier système d'irrigation que Justin Gillet fit construire dès 1900. À quelques mètres de là, l'actuel directeur du jardin botanique nous fait découvrir l'une des plus anciennes et plus emblématiques plantations de Justin Gillet. Créé dans les années 20, voici le premier verger de mangoustanier d'Afrique. Ici, on l'appelle le temple sacré. Des vergers de mangoustaniers qui sont par-ci par-là au niveau de la RD Congo, au niveau de l'Afrique centrale. Les semences sont venues d'ici. Les semences sont venues ici. Lui, il a pu avoir des semences à partir de la Malaisie. Il a eu ces semences-là. Il a multiplié, il a aménagé ses vergers. Et ces vergers ont commencé à produire des mangoustans. Comme le plant, les semences sont venues ici, nous disons, c'est vraiment un temple sacré parce que c'est un verger qui a joué un rôle très important pour le bien-être de la population locale, de la population de l'Afrique centrale. Pourquoi pas? Parce qu'à l'époque, il y a même des Européens qui venaient ici pour acheter seulement les mangoustans. Donc on avait le monopole de la production des mangoustans au niveau de l'Afrique centrale. Aujourd'hui, le mangoustan est consommé dans toute l'Afrique centrale et est une source de revenus pour les paysans. Mais ce n'est pas le seul héritage que nous a légué le frère Justin Gillet. Certaines essences très populaires de bananiers, de manioc ou même de gazon ont été sélectionnées et acclimatées ici par le Palliseulois. En relation avec les jardins botaniques et les producteurs de semences du monde entier, Justin Gillet devient vite une référence internationale de la botanique. Le vieux brossard est distingué par les plus grands de son époque, dont le pape et la très réputée Société d'acclimatation de France. En 1927, le dernier inventaire écrit par le frère Gillet mentionne plus de 1700 essences cultivées à Kisantu. 90 ans plus tard, le jardin en compte près de 2500 sur 225 hectares. Des plantes alimentaires, médicinales ou ornementales que les Congolais peuvent se procurer ici, à la pépinière.
D'une certaine manière, c'est entre ses mains que se perpétue l'œuvre du frère Gillet. Ici, on récolte les graines pour ensuite les multiplier à travers de nouveaux plants qui serviront notamment aux campagnes de reboisement de la province du Congo central. Le jardin est en train de faire un travail très important dans toutes les essences que nous sommes en train de multiplier ici, parce qu'après la multiplication, il y a des gens qui viennent prendre. Donc nous envoyons aussi ailleurs, dans des coins où on a besoin de reboisement. Il y a par exemple une essence que le père Gillet a beaucoup vulgarisée ici, le pentaclétra, qui était en voie de disparition. Mais on l'a retrouvé au jardin et maintenant on est en train de les multiplier, les vulgariser dans la province. Et voilà, les résultats sont merveilleux. Face au défi du reboisement et du réchauffement climatique, le jardin de Kisantu est un outil précieux. Le site a rejoint les parcs protégés gérés par l'Institut congolais de protection de la nature, qui considère le jardin botanique comme un monument national. Ça signifie que la valeur biologique de ce jardin a pu aujourd'hui être transformée en une valeur également économique, et une valeur culturelle. Et je pourrais vous avouer que les communautés, les populations, les enfants qui vivent à Kisantu ont fait de ce jardin une sorte d'une banque naturelle. C'est devenu une ressource, un capital réel. Aujourd'hui, je crois que si Père Gillet rentrait et vous voyez ce que ça était, ce qu'il avait fait, il se dirait, il n'aurait jamais cru que ça serait arrivé jusqu'à ce niveau-là. Cela fait toute une fierté de voir l'héritage qu'on a pu tirer de ce jardin et de cet homme en fait qui l'a conçu. Aujourd'hui, une quinzaine de personnes travaillent directement pour le jardin de Kisantu, sans oublier les nombreux saisonniers. Pour entretenir le site, le frère Gillet avait formé sur le tas des paysans locaux, un enseignement qu'a ensuite structuré l'un de ses successeurs, le frère Hubert Callens. Dans les années 50, il a fondé à Kisantu un institut d'horticulture et d'agriculture. Ce matin, la leçon du jour porte sur la culture associée. Vous devez associer le manioc avec le maïs. Le maïs aura besoin de l'azote parce que c'est sa préférence et le manioc maintenant va se servir du potassium. En ce moment, nous devons associer, faire ce qu'on appelle la mixture de culture ou la culture associée. Quel meilleur endroit pour apprendre à bénéficier des bienfaits de la nature que ce jardin d'Éden, où l'on découvre dans chaque recoin des arbres majestueux, des fruits colorés, et où même les coins d'ombre recèlent des trésors de botanique, comme ici sous les ombrières, où sont abritées les orchidées. Découvrir la nature, la comprendre pour mieux ensuite la protéger, c'est l'autre facette d'un programme de sensibilisation que tente de mettre en place le jardin botanique. Actuellement, à peine 15 000 visiteurs découvrent chaque année le jardin, sur un potentiel de 15 millions d'habitants pour les provinces du Congo central et de Kinshasa. Des régions qui sont pourtant directement concernées par les défis environnementaux. On s'est dit, pourquoi pas faire l'expérimentation localement, que nos enfants viennent ici, parce que dans l'ex-district de Luka, il y a un problème de déboisement, un déboisement sauvage. Allez, il faut sensibiliser les enfants issus, nous voyons les générations futures, il faut sensibiliser les enfants, que les enfants prennent conscience de l'importance des plantes. Or, si l'enfant est éduqué, si l'enfant est enseigné de le bas âge, il va intérioriser ça. À ce moment, il aura moins de difficultés pour mettre en pratique ce qu'on lui a dit. Donc c'est un peu ça, c'est pour ça que vous voyez les enfants venir ici. Depuis 2004, le jardin de Kisantu connaît cependant une seconde jeunesse, notamment grâce à l'appui de fonds européens. Les projets pour préserver et développer le jardin botanique ne manquent pas. Parmi ceux-ci, il y a la création d'un vaste rucher. Pour l'instant, les ruches sont peu nombreuses et surtout en piteux état. Elles contribuent pourtant au bien-être de la flore, mais également des populations locales. Les foyers ou les ménages ou la personne qui vend du miel, ça constitue une source de revenus. C'est-à-dire que c'est un plus dans ce revenu. Et ces revenus-là, à notre niveau, ça peut aider, pourquoi pas, à nourrir la famille.
pourquoi pas à supporter les soins médicaux, pourquoi pas à payer les maisons. Donc, ça va améliorer vraiment les conditions de vie des populations locales. Ce projet d'une centaine de nouvelles ruches à Kisantu, Ericsson le sait, il se réalisera bientôt grâce aux grenouilles. Les grenouilles, c'est le surnom des habitants de Palliseul. Et ce dimanche, le Conseil communal des enfants rencontre le ministre de l'Agriculture du Congo central. S'il a fait tout ce chemin depuis la RDC, c'est pour soutenir l'initiative de ces jeunes Palliseulois. Pour financer les 100 ruches de Kisantu, ils ont eu l'idée de proposer une marche parrainée de 7 km. Ce matin, le Congo et Palliseul marchent donc côte à côte, malgré une différence de température de près de 40 degrés. Vous êtes courageux aujourd'hui pour marcher? Bien sûr, je suis bien obligé d'ailleurs, parce que c'est pour moi d'abord un plaisir quand je vois comment les habitants de Palliseul s'intéressent aux jardins de Kisantu et qui marchent. Je ne pouvais que les accompagner et voilà, c'est avec plaisir que je le fais. Et le ministre n'est pas le seul à montrer l'exemple ce matin. Parmi les marcheurs, on retrouve aussi les jeunes conseillers de Palliseul. Ça va la marche? Pas trop dur? Oui, ça va. Un peu froid quand même. Un petit peu, mais ça va. On a eu plus froid au matin. Tu peux nous réexpliquer le but de la marche? Avant la marche, on a été se faire parrainer, chercher de l'argent et pour faire les 7 km. Et après, l'argent ira pour faire des ruches. À Kisantu? Oui. Et pourquoi Kisantu? Parce que c'est là qu'ils ont besoin et que c'est là aussi que c'est le jardin de Justin Gillet qui vient de Palliseul. Tu connaissais son histoire toi avant? Non. Que Camille se rassure, les adultes de Palliseul aussi ont redécouvert tout récemment l'histoire incroyable de Justin Gillet. C'est-à-dire qu'il y a eu quelques réunions en Palliseul, réunions pour la population, et on a expliqué un peu ce que ce frère avait fait là-bas et qui était mondialement connu. Pourtant, chez nous, on ne connaissait pas beaucoup et à Palliseul, pas beaucoup. Je ne sais pas si vous avez vu, il y a une pancarte là, mais il faudrait d'ailleurs la rafraîchir un peu, je pense, pour lui faire honneur. On l'a faite, hein? L'histoire des jardins de Kisantu, du frère Gillet, c'était quelque chose que vous connaissiez, vous? Je ne connaissais pas du tout. Je suis allée à la conférence hier qui était très très intéressante. Et la conférence m'a appris énormément de choses. Et donc, j'ai envie d'aider. Et pour aider ce matin, il suffit d'acheter un pot de miel. Au comptoir, bien évidemment, on retrouve à nouveau les jeunes conseillers palliseulois. Il vient d'où ce miel? Du Congo. Vous le vendez pour quelle raison? Pour gagner de l'argent pour faire des ruches au Congo. Parce qu'il y a un botanique qui a créé le jardin de Kisantu au Congo. Il s'appelle Justin Gillet et il était d'origine de Palliseul. On le voit, les jeunes palliseulois sont motivés. Après plusieurs semaines de travail, leur projet se concrétise enfin. C'est vraiment l'idée des ruches qui les a vraiment intéressés, de venir en aide aux abeilles pour la pollinisation. L'idée a vraiment été intéressante, les enfants ont été tout de suite partants là-dessus. On leur a expliqué justement un petit peu toute cette histoire, comment ça s'est passé? On a eu un intervenant extérieur qui est venu expliquer un petit peu l'histoire de Justin Gillet aussi. On a eu beaucoup d'aide aussi d'Eco-Congo qui nous ont informés beaucoup sur le projet. Et voilà. Aujourd'hui, ça va, on atteint l'objectif? Tout doucement, oui, c'est bien. On est très content du résultat déjà de la marche parrainée et on espère pouvoir prolonger le projet. Mais à nouveau, je dis, ce n'est pas une compétition, mais c'est l'école de Nolvo qui a 600 € et qui finance déjà 6 ruches. Voilà. Au total, 10 000 € seront nécessaires pour fabriquer les 100 ruches de Kisantu. Il faudra ensuite former les apiculteurs congolais. Pour ce faire, Olivier Werich, président d'Eco-Congo, a trouvé un partenaire de choix, Ibi Village, où se trouve l'un des plus grands ruchers d'Afrique.
Ce sont ces abeilles qui ont produit le miel vendu par les enfants de Palliseul. Dans cette forêt d'acacia, les ruches sont tenues isolées. L'abeille africaine préfère vivre à l'écart des autres colonies, mais comme l'européenne, elle n'aime pas trop être dérangée. Une ruche comme celle-là, ça peut donner quelle quantité de miel? Bon, la ruche, d'abord, ça dépend de l'environnement. Mais la moyenne ici chez nous, c'est 12 kilos. 10 à 12 kilos. Il y en a combien au total sur Ibi? À Ibi, bon, ça dépend parce qu'ici, nous avons le site de Moussiabikui et nous avons aussi des sites dans des villages. Mais ici, au total, à Moussiabikui, nous avons 4 richiers. Et les 4 richiers, les total, ça fait 144 riches. Et les richiers où nous sommes ici, c'est les richiers du parc d'Ibi. En RDC, la demande en miel est plus importante que l'offre. La filière a donc de l'avenir. À terme, les ruchers d'Ibi et environ devraient compter près de 1000 ruches. On comprend mieux pourquoi l'on forme ici de futurs apiculteurs. Nous formons, nous encadrons les stagiaires professionnels de différentes institutions universitaires. Nous formons beaucoup de gens, des mamans, de tout ça dans des villages. Une petite formation théorique pour essayer de comprendre quelques notions, mais la pratique va prendre beaucoup de temps. Parce qu'on ne devient pas apiculteur d'emblée comme ça, donc il faut vraiment avoir l'expérience sur le terrain surtout, c'est ça. L'apiculture, c'est la pratique. C'est pour cela que les futurs apiculteurs de Kisantu viendront se former ici, grâce au parrainage de la marche des grenouilles. Mais à Ibi Village, les forêts d'acacia n'ont pas été plantées seulement pour abriter les abeilles. Elles participent en réalité à un vaste projet d'agroforesterie. Situé à 140 km de Kinshasa, Ibi Village est un vaste domaine privé de 9000 hectares. Conçu il y a plus de 10 ans comme un puits de carbone, le projet a été créé par la famille Mouchete et les amis d'Ibi. Aujourd'hui, il s'est transformé en un laboratoire à ciel ouvert dédié à l'agroforesterie. À la recherche d'un partenaire solide pour concrétiser le projet des 100 ruches de Kisantu, le chestrolet Olivier Ouerich et l'ingénieur Claude Marion se sont tout naturellement tournés vers Ibi Village. Leur ASBL et Cocongo partagent les mêmes objectifs que ceux de ce domaine géré par l'ONG GI Agro. Des objectifs finalement assez similaires à ceux de Justin Gillet, mais qui doivent répondre à des défis propres au XXIe siècle. Car si la production alimentaire reste une priorité avec les champs de manioc et les vergers de fruitiers, le site entend également répondre aux problèmes liés à la déforestation et à la production de makala. Utilisé quotidiennement par les Congolais, ce charbon de bois est ici produit de manière durable, avec des techniques de gestion modernes. À cette sud-est et à cette sud-ouest, là on avait déjà coupé les arbres et il y a déjà une jeune plantation qu'on a déjà mis en place. Et maintenant, dans les sous-blocs, A8 Sud-Est, c'est là où il y a des activités. On est en train de couper et les gens sont en train de monter de meules. Ces ingénieurs agronomes font partie de GI Agro, groupe d'initiative pour l'agroforesterie en Afrique. Ce sont eux qui gèrent les 1500 hectares de forêt d'acacia dédiés à la production de charbon de bois. Sur base de ces images satellites, ils attribuent aux charbonniers des sous-blocs des parcelles de 25 hectares. Tous les sous-blocs n'ont pas été plantés à la même période ou bien pendant la même année, mais c'est pendant des années différentes. Raison pour laquelle nous n'attribuons plutôt que les sous-blocs qui ont déjà atteint la maturité, c'est-à-dire à partir de la 7e année. C'est en ce moment-là qu'on peut attribuer parce qu'à la 7e année, nous avons un cubage qui varie entre 120 et 140 mètres cubes à l'hectare. Donc c'est en ce moment-là que nous décidons d'attribuer, parce qu'on suppose que le sous-bloc est déjà à maturité. Parce que quand les sous-blocs encore moins de 7 ans, on ne peut pas attribuer.
Pour mieux comprendre ce système de rotation, il suffit de prendre un peu de hauteur. Vu du ciel, on le voit, certaines parcelles sont préservées pendant que d'autres sont mises à blanc. Sous ces meules, le bois d'acacia subit actuellement une carbonisation contrôlée qui le transformera en charbon de bois. Si le travail est difficile, il offre une ressource importante pour ces paysans. Chaque hectare produit près de 2 tonnes de macala. Et là, nous faisons une production de 300 sacs. Donc, mais quand je parle d'un sac, là, nous voyons 60 kilos de presse, oui. Donc 300 sacs de 60 kilos. Ici, le principe, c'est on fait une parcelle, mais on laisse d'autres parcelles qui continuent à pousser, à grandir. Oui, on fait une rotation. Pourquoi? Parce que le problème, c'est que nous avons 1500 hectares. Mais le principe, c'est que nous coupons le 1/10 de la superficie par an. Et quand nous coupons le 1/10 de la superficie, avant d'accéder à une autre parcelle, on va d'abord remettre la parcelle qu'on a coupée en place. Si dans le reste du Congo, l'agriculture itinérante sur brûlis fait des ravages, ici, chaque hectare brûlé est aussitôt replanté. Au niveau émissions de CO2, comme on a planté, on a capté le CO2 de l'atmosphère et puis on va les mettre évidemment, je dirais quand on va vendre le macala, le charbon de bois. Et donc on va avoir une opération complètement neutre au niveau des émissions de gaz à effet de serre. Et l'acacia n'a pas été choisi au hasard. L'essence a toutes les caractéristiques nécessaires à une production raisonnée de macala. La particularité est d'avoir une croissance extrêmement rapide. Donc elle a une taille adulte après 6 ans. Donc on a un arbre qui va atteindre une vingtaine de mètres, un diamètre de 35 cm. Et donc ça c'est la première particularité. La deuxième c'est qu'il a le pouvoir de capter l'azote de l'atmosphère. Donc ici dans les plateaux batéqués, on est sur des sols qui sont très pauvres, des sols sablonneux. Donc capter l'azote de l'atmosphère, ça permet d'enrichir fortement les sols et donc de permettre de pouvoir faire des cultures associées à ces acacias. Vous vous souvenez de la leçon de Kisantu? La culture associée, c'est ce principe qui consiste à cultiver côte à côte différentes essences. Un système qui permet d'exploiter les surfaces agricoles sans avoir recours à des produits phytosanitaires. Les toutes petites pousses qu'on voit là, ce sont déjà des acacias? Oui, ce sont des jeunes plantules d'acacia qui viennent de pousser. Parce que ici, chez l'acacia, il y a un phénomène que nous appelons la dormance. C'est-à-dire que le grain d'acacia germe, il faut les traiter soit avec des produits chimiques, soit avec une température élevée. Mais ici, comme nous travaillons à grande échelle, ce qu'on fait, c'est quoi? Après avoir coupé les acacias, on fait une incinération. C'est-à-dire on met le feu et après, mais c'est un feu contrôlé. Et après, on lève la dormance des graines d'acacia et après, ces graines poussent. Et en attendant, on voit qu'il y a déjà d'autres plantes qui poussent. Oui, il y a d'autres plantes, c'est-à-dire on fait des cultures. Ça, c'est le maïs. Et là, il y a le manioc. Et ça, ce sont les jeunes pousses d'acacia. Donc, c'est de l'agroforesterie, mais on fait l'association des cultures. Donc, les acacias, mais en intercalaire, on met les cultures vivrières. Oui. Quand on va enlever les cultures, les acacias vont occuper celles de terrain. Et après 7 ans, on vient couper les acacias, c'est-à-dire il y a un temps pour les cultures et un temps pour les acacias. Donc c'est aussi une jachère améliorée en d'autres termes. Simple mais terriblement efficace, ces techniques d'agroforesterie permettent de répondre à des besoins vitaux de la population congolaise, tout en préservant son environnement. L'environnement n'est pas le premier souci au départ. Quand on se lève le matin, quand on est dans un monde rural en RDC, la première préoccupation c'est de pouvoir se nourrir. Et donc les systèmes, je dirais, qui détruisent la forêt, c'est surtout principalement l'agriculture itinérante sur brûlis. Et le deuxième, c'est le bois de chauffage. Donc on doit mettre en place des systèmes qui sont bénéfiques pour les populations d'abord. Et en faisant ça, on lutte contre la déforestation. Pour y parvenir, l'association a une idée originale, créer un almanach agricole. Claude et Olivier présentent pour la première fois aux spécialistes de la carbonisation le chapitre sur le macacia, qui présente étape par étape la méthode améliorée de fabrication de ce charbon de bois à base d'acacia. Je trouve que par écrit, ça sera une bonne chose. Parce qu'on n'aura pas toujours le temps d'expliquer à tout le monde comment se fait la carbonisation traditionnelle améliorée ou bien comment c'est donc le processus de carbonisation. Mais si c'est à l'écrit, chacun peut acheter le livre et lire. Voire même s'il y a donc des livres électroniques, il peut télécharger et lire sans problème. Donc là, je trouve que c'est la meilleure façon de faire les choses. Si on veut diffuser l'information à grande échelle, écrire, c'est une bonne chose. Conçu comme un guide pratique, l'almanach a été commandé par des associations de paysans congolais. Il propose une foule d'informations utiles pour les agriculteurs.
Oui, ça peut être le miel comme on l'a vu, ça peut être aussi l'entretien du bois de manioc, ça peut être aussi toutes les questions liées à la vie sociale. Hein. On aborde aussi les questions des avantages d'être inscrit dans une mutuelle par exemple. Autant ça peut être surprenant, ça a trouvé une place dans l'almanach. Ou encore par exemple le stockage des farines. Ne pas mélanger les farines animales avec les farines de la volaille. Ben, pourquoi? Et où les mettre, où les stocker? C'est vraiment des aspects pratiques qui sont abordés dans le manuel. Et qui va peut-être aussi être adapté à d'autres endroits ailleurs au Congo? Oui, parce que en fonction des provinces sont vastes. Le Bas-Congo, c'est 3 fois l'équivalent de la Belgique. Et donc, ils n'ont pas les mêmes cultures, les mêmes pratiques. Donc, en fonction des provinces et des filières qu'on veut soutenir et encourager, on va faire des almanachs spécifiques. Celui-ci, c'est déjà le 3e. À leur manière, Eco-Congo et Ibi Village marchent dans les pas de Justin Gillet, entraînant chaque jour dans leur sillage de nouveaux partenaires, comme les enfants de Palliseul. Financés par la marche des grenouilles pour les abeilles, les futures ruches de Kisantu seront fabriquées dans cet atelier où l'on forme les jeunes des patékés à la menuiserie. Aujourd'hui, les ruches sont assemblées sous le regard attentif de Micheline. Cette scientifique est l'épouse de Jean Le Joli, qui supervise tous les projets agricoles d'Ibi Village. En son absence et avant notre départ, elle a tenu à nous faire visiter l'arboretum de ce botaniste belge, spécialiste de la flore africaine. C'est les plantes à chenilles, des plantes pour faire des meubles, des plantes mellifères pour les abeilles. Il y a des plantes aussi qui font chasser les insectes comme les nimes. Et on a des orangers, goyaviers, safoutiers, manguiers, avocatiers, spondias, maracuja comme plantes à fruits. Et toutes ces plantes viennent de Kisantu, des jardins botaniques de Kisantu. Décidément, dans ce coin d'Afrique, lorsqu'il est question de plantation, l'héritage du frère Gillet n'est jamais bien loin. 75 ans après sa mort, les essences qu'il a plantées à Kisantu continuent de perpétuer son œuvre et son souvenir, du Congo à Palliseul. Notre périple s'achève d'ailleurs là où il a commencé, par un ultime pèlerinage auprès de ce personnage exceptionnel. Décédé au Congo en 1943 à l'âge de 77 ans, le frère Justin Gillet repose non loin de la cathédrale de Kisantu, au milieu de ses frères et de cette nature luxuriante à laquelle il a consacré toute sa vie.